Deuxième essai. Rebonsoir tout le monde. Alors, il se trouve que j'ai eu des problèmes d'internet dans mon quartier. Mon quartier a décidé que internet il aimait plus. Là, ça a l'air d'être stabilisé. I'm back, oui, oui, Thomas Day, je suis de retour. Alors, ce que je vous propose, on va essayer de reprendre comme si c'était un stream normal. Si jamais ça repart en vrille, j'arrêterai le stream. J'en ai discuté un petit peu avec Yanbou, on reprogrammera ça à une autre date. Donc désolé pour ça, mais bon, on va essayer de reprendre. Je reprends mon intro. Faites comme si de rien n'était. Donc, alors c'est la troisième fois que je le dis. I'm Yanbou en commission Affaires étrangères, culture, sous-commission droits de l'homme. Les règles du jeu pour ce soir, elles restent avec nous pendant une heure. Alors peut-être un peu moins maintenant parce que le temps passe. Après quoi, je reste pendant 30 minutes pour vous faire un débrief, etc. Et discuter avec vous. De mon côté, j'ai préparé des questions, j'ai collecté sur Reddit, Discord, Twitter, toutes les bonnes choses. Posez vos questions en direct via le chat. Je garde un œil dessus, comme d'habitude, et je pioche dedans. Comme d'habitude, vous ne spammez pas, vous restez gentils les uns avec les autres, hein, comme d'habitude. Et je pense qu'on va se lancer maintenant. Ah oui, dernière précision. Évidemment, on parle politique européenne. Posez vos questions sur la politique européenne, pas sur la politique nationale, s'il vous plaît. Et ouais, sur ce, bah écoutez, lançons-nous. Alors, du coup, bonsoir, Mme Yanbou. On y arrive, c'est compliqué ce soir. Je m'en excuse. Merci à vous d'avoir accepté d'être avec nous ce soir et de toujours là. Comme j'ai expliqué à l'instant, enfin non, en fait, je l'ai pas expliqué, donc je vais l'expliquer maintenant. Le but de ce soir et de ces interviews, bah, c'est de permettre aux gens de mettre un visage sur l'Union Européenne et de mieux comprendre ce que vous faites à Bruxelles. Donc, les députés européens sont parfaits pour ça parce que vous représentez les citoyens et donc c'est l'occasion pour vous d'expliquer aux citoyens ce que vous faites. Donc peut-être pour commencer la discussion, ce que je vais vous proposer, c'est de vous présenter brièvement à notre audience qui nous regarde et ensuite on enchaînera avec mes premières questions. Je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Bonsoir. Donc, Salima Yanbou, je suis eurodéputée des Verts, ça a été déjà dit. C'est mon premier mandat, donc je suis élue depuis 2 ans, un peu plus. Avant ça, j'étais professeure des écoles et ensuite proviseur au moment de l'élection. J'étais proviseur de lycée professionnel. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, sur mon travail, je suis au sein de 3 commissions. La commission culte, qui n'est pas culte en termes de religion, mais plutôt culture, parce que beaucoup de gens se trompent. Éducation, donc culture-éducation, c'est la même commission qui s'occupe aussi du sport, par exemple, des médias, mais aussi affaires étrangères, AFET, et puis droit qui concerne les droits humains, et droit est une sous-commission d'affaires étrangères. J'avais aussi la commission emploi, mais j'avoue que c'était compliqué de suivre toutes ces commissions de manière correcte, donc j'ai préféré laisser emploi à une autre personne, à un autre député vert de mon groupe. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ma présentation? Je sais pas, ça viendra peut-être après. Oui, ouais. ça viendra, vous inquiétez pas, on a un peu de temps encore. Donc, après ça, donc peut-être pour revenir justement sur votre parcours, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment et pourquoi vous êtes lancé en politique et du coup plus tard vous êtes devenue députée européenne? Alors, c'est un peu long, mais je vais essayer d'être court parce que je crois que c'est plus facile, mais je vais essayer de raccourcir. Faites ce que vous pouvez. Donc, ouais. Donc, comme moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais professeure des écoles. Et la petite histoire, c'est qu'avant ça, moi, j'ai grandi dans les quartiers défavorisés du 93. Et donc, par vocation, parce que j'ai plutôt un parcours scientifique au départ, par vocation, je me suis lancée dans l'enseignement puisque j'avais une association d'aide aux devoirs. Et j'ai compris que c'était de l'autre côté qu'il fallait, en tout cas qu'on pouvait avoir encore plus d'impact. Donc, me voilà enseignante. Ensuite, j'essaie de développer des pédagogies coopératives dans ma classe. Et je me dis, oh là là, si je fais ça dans ma classe, c'est dommage que je ne puisse pas partager avec d'autres, etc. Et donc, me voilà formatrice. Ensuite, me voilà directrice pour toujours avoir un espèce le pouvoir de faire plus. Et ensuite, au lycée, en parallèle de ça, j'ai une vie de famille, quoi. J'ai eu des enfants. J'ai pris conscience de l'urgence écologiste. Et puis, dans cette même quête du pouvoir, le pouvoir de faire plus,
avec et pour, je suis entrée en politique dans un autre parti, qui est le Parti socialiste, duquel je suis sortie pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, ça serait trop long. Et j'ai pris contact avec... on est venu prendre contact avec moi. C'est l'Alliance écologiste indépendante, donc c'est un petit parti écologiste. Et puis j'ai dit, pourquoi pas, allons-y. Et j'ai appris à les connaître. Et au final, au moment des élections européennes, nous voulions faire une liste pour les européennes et nous avons négocié avec Europe Écologie Les Verts pour faire une liste commune et me voilà 10e sur la liste et avec une grande surprise, je suis élue parce que sincèrement je n'y attendais vraiment pas vu que j'étais 10e et que le score de la liste verte du mandat précédent n'était pas très bonne, donc je ne m'attendais vraiment pas à être élue, mais bon, me voilà élue. C'est une bonne surprise et du coup, pour commencer avec une question un peu light que je me sens obligé de poser parce que sinon mon chat va pas me laisser tranquille. Est-ce que vous direz que c'est une bonne condition ça, députée européenne? Une bonne condition? Oui. Dans quel sens? Dans quel sens? C'est un bon boulot, c'est bien? Vous aimez être députée européenne? Ah ouais, mais pour moi c'est une aventure dingue. Ce que je vis, c'est une aventure dingue. C'est vraiment... le président de mon groupe politique, souvent, je lui dis mais merci, quoi. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Moi, j'ai découvert, alors tout ce qui est culture, éducation, sont des choses que je connaissais déjà. C'est pour ça que j'y suis allée, c'était beaucoup plus simple. Par exemple, je suis coordinatrice du groupe, donc ça aussi, c'est nouveau. Et puis, affaires étrangères, pour moi, c'est une découverte et c'est une belle découverte. Et travailler sur les droits humains, mais c'est juste incroyable. Ah oui, moi, je me régale. Après, il y a l'envers du décor. Je ne suis pas chez moi du lundi au jeudi. Je suis toujours entre deux valises, deux trains. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'envers du décor. Au départ, c'est drôle. On se dit, c'est génial et tout. Bon. Après, au bout d'un moment, ça commence à peser. Ouais. Mais bon, quand on met dans la balance, ça vaut le coup. Ok, très bien. Alors, vous l'avez déjà un petit peu évoqué. Donc, vous êtes dans plusieurs commissions parlementaires et quelqu'un m'avait posé la question, mais comment vous faites pour un peu jongler entre tout ça? Comment vous organisez votre travail? Est-ce que vous travaillez à part égale dans chaque commission? Est-ce que vous avez un ordre de priorité? Comment vous faites? Alors, comment je fais? Déjà, j'ai des super assistantes, parce que du coup, ce sont 3 femmes, moi. Donc, j'ai des super assistantes qui m'assistent. Donc, sans elles, ça serait très, 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 très compliqué. Bon, elles se sont partagées le travail. Donc, il y en a une qui travaille sur culture, éducation, qui touche un peu sur le dossier migration. Et puis la seconde, Marion, qui travaille beaucoup plus sur affaires étrangères et droit. Donc déjà, on s'est partagé de cette manière. Ensuite, par exemple, pour m'organiser, elle gère mon agenda. Donc, elle discute beaucoup entre elles. J'ai parlé de 3 assistantes. Il y en a une troisième qui est plus sur le côté administratif, donc gérer les avions, les trains, les choses comme ça. Et donc, elles gèrent mon agenda, elles échangent beaucoup entre elles pour lorsqu'on a plusieurs réunions qui arrivent en même temps, voir laquelle on peut bouger pour pour la mettre un peu plus tard et pour pouvoir tout faire. Effectivement, moi, je suis quelqu'un qui travaille énormément. Donc, mes assistantes parfois me freinent en disant non, mais là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. C'est génial ce que tu as envie de faire, mais là, on va pas y arriver en fait. C'est trop. Juste tout à l'heure, je voulais me lancer dans une aventure. Et elles m'ont dit non, là, nous, on suit plus quoi. Temps mort. Ouais. Donc j'ai dit bon, on fera ça un peu plus tard. Ouais, d'accord, un peu plus tard. Donc on essaie et voilà, elles sont vraiment extraordinaires parce qu'elles ont une vision globale de ce que j'ai à faire. Et sur 3 à 4 mois, donc c'est pour ça que là, elles me disent non, là, c'est pas possible. Tu veux aller en Ukraine, mais en fait, non, je te rappelle qu'on doit aller aux États-Unis, au Liban, je sais plus où encore, à Venise. Donc non, c'est juste pas possible. Donc j'ai un peu des garde-fous comme ça qui me freinent. Mais ouais, ça s'organise. Et pour être honnête, les gens qui sont venus me voir au Parlement, des personnes que je connais, des amis, etc., qui ont passé 1 ou 2 journées avec moi, m'ont dit « mais t'es dingue, c'est quoi ces journées quoi ?» Donc ce sont des journées qui peuvent commencer à 8 heures
et finir, comme aujourd'hui, à 21h30. C'est ça, c'est ça. Désolé pour mon rôle là-dedans. Non, non, C'est non, pour la non, bonne non. cause. C'est pour la bonne cause. Ouais. Ce week-end, juste avant, j'ai fait une journée de 5h du matin jusqu'à minuit. Et je peux vous dire, non-stop, j'ai pas arrêté une minute. J'ai mangé des sandwichs. Et le soir, j'ai pas mangé. En plus, parce que tout était fermé. Oui, j'imagine. Mais du coup, alors voilà, vous avez vos assistantes pour un peu vous cadrer d'une certaine manière et éviter de partir dans tous les sens. Mais voilà, député doit se spécialiser de facto dans la myriade de sujets au Parlement européen. Et vous, c'est quoi vos sujets? Vos spécialités dans le Parlement européen, c'est quoi? Alors, effectivement, on se spécialise parce qu'on n'est pas tout seul comme député qui travaillent dans le culte. Nous, on est 6, 3 titulaires et 3 suppléants, mais chez les Verts, titulaires et suppléants, c'est le même statut. Donc, on est 6 députés qui travaillons, par exemple, sur la culture et on se partage les thèmes. Par exemple, moi, je suis plutôt Erasmus. Après, comme je suis coordinatrice, c'est vrai que je dois m'occuper d'un peu tout. Comme tout à l'heure, j'avais une réunion sur la législation DSA, DMA, sur le droit d'auteur, etc. Donc, je me tiens au courant un peu de ce qui se passe, ce que font les autres députés. C'est mon rôle en tant que coordinatrice. Donc, moi, en culte et éducation, donc Erasmus, j'en ai parlé tout à l'heure, je l'ai défendu, etc., le trilogue, tout ça. Aujourd'hui, on est dans le suivi, donc ça, c'est vraiment le gros dossier. Et puis ensuite, par exemple, j'essaie de développer un concept qui s'appelle la diplomatie culturelle, qui est à cheval entre mes deux commissions, affaires étrangères et culture. Donc, j'essaie de travailler là-dessus. Après, j'ai alors, culture, éducation, le sport, etc. En droit humain, on s'est partagé par zone géographique. D'accord. Voilà, en affect et droit humain, on se partage vraiment sur un nombre limité de pays, en fait. Voilà, exactement. Parce que c'est pas possible. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé du Liban. Donc, moi, je suis responsable du Liban, de la Tunisie, de l'Algérie. Mais ça ne m'empêche pas, entre autres, mais ça ne m'empêche pas de travailler en droit humain sur plein de pays. Et c'est ça qui apporte parce qu'il y a beaucoup de problèmes, en fait. Donc, je m'intéresse beaucoup à la Chine, par exemple, de plus en plus, notamment à travers la culture. Beaucoup de pays africains, tout ce qui est autour des droits humains. C'est vrai que les pays de l'Est, c'est pas la zone sur laquelle je travaille, mais j'ai été amenée à en parler, notamment par rapport même à des pays européens, les manquements aux libertés, à certaines libertés. Un peu l'actualité, oui. Ouais, voilà, un petit peu. Les universités, etc. Donc, oui, je suis amenée un petit peu, surtout en droit humain, à travailler surtout sur un peu tous les pays. Tous les pays. Vous pouvez mettre votre grain de sel sur un peu tout, même si vous avez vos spécialités derrière. Enfin, les pays auxquels vous êtes entre guillemets responsable au sein de oui. Alors la région Méditerranée, la région Méditerranée. Alors, je reviens un petit peu en arrière parce que vous avez mentionné le DSA, DMA et quelqu'un dans le chat dit mais c'est quoi le DSA, DMA? En fait, ce sont des règles qui permettent de réguler tout ce qui se fait en ligne en termes de culture, par exemple vendre des livres. Tout à l'heure, c'est du lobby. J'ai discuté avec des éditeurs parce qu'il y a une législation qui va arriver et du coup, eux m'expliquent un peu les problématiques qu'ils rencontrent. Ensuite, moi, je les prends en compte ou pas pour me battre ou voter pour ou contre un amendement, par exemple, ou ce qui va arriver dans 2-3 mois. Donc, c'est vraiment toutes ces législations qui permettent de financer, gestion numérique. Voilà, gestion numérique, mais qui permet de rémunérer, par exemple, les auteurs culturels justement, en fait, de manière juste. Donc, c'est se battre sur... par exemple, je vais vous donner un petit exemple rapide. Tout à l'heure, on nous disait mais il y a une super idée, des députés qui ont une super idée qui est de dire tous les libraires, on va les obliger à vendre des livres partout dans le monde. Donc, oui, on se dit, ouais, c'est génial. Sauf que dans la réalité, un libraire a très peu de moyens et ce qu'il doit développer pour pouvoir vendre ses livres partout,
ça a un coût tellement énorme par rapport au nombre de livres qu'il va vendre partout dans le monde que ça risque de lui faire mettre la clé sous la porte. Donc, du coup, c'est une fausse bonne idée. Mais ça, il y a que le terrain. Donc, ça fait partie aussi de mon travail pour répondre un petit peu à tout ça. C'est-à-dire que si jamais on travaille que sur des dossiers, du papier, à la rigueur un peu de recherche Internet, etc., vous imaginez, on est complètement hors sol. Donc, avoir des liens avec le terrain, avec des ONG pour ce qui est des droits humains, avec des lobbies, l'ensemble des éditeurs, mais aussi des citoyens, ça nous permet vraiment de ne pas voter des choses qui sont complètement absurdes et hors sol. D'accord, oui, c'est le rôle d'un député, c'est pas seulement de faire la loi, mais pour faire la loi, c'est aussi un dialogue avec le terrain pour savoir qu'un député, ça ne reste pas dans sa tour d'ivoire à avoir la science infuse. Il y a besoin d'avoir les retours du terrain, que ce soit des citoyens ou même des lobbies, en l'occurrence. Derrière, le député se fait son opinion et vote en fonction. Alors, comme je vous l'expliquais un petit peu avant, j'ai collecté des questions à droite et à gauche. Je trouve que j'ai reçu quelques questions sur l'éducation. Et une question qui revenait souvent, j'en ai reçu pas mal, donc il a fallu que je reformule quelques-unes. Mais un thème qui revenait régulièrement, c'est est-ce qu'il faudrait au niveau européen une harmonisation des programmes scolaires? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait les mêmes programmes en mathématiques ou encore en histoire partout en Europe? Et une des personnes qui posait la question, elle disait qu'avoir des programmes communs partout en Europe, des programmes scolaires communs, ça pourrait faciliter la vie aux gens quand ils veulent faire des études supérieures, aller faire leurs études en Belgique, en Allemagne, parce qu'ils ont étudié la même chose partout en Europe. Donc qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors moi, ce que j'en pense, c'est ça serait génial. Cependant, l'éducation, c'est qu'une compétence d'appui. La compétence européenne. On n'a pas les compétences d'imposer des programmes au pays. Ça reste en France une compétence régalienne. Donc, on n'a pas encore cette compétence. Moi, je rêverais d'avoir une compétence aussi forte qui pourrait justement harmoniser, c'est donner justement un sens à ce que c'est que l'Europe et permettre, vous l'avez dit, aux étudiants d'aller d'un pays à l'autre, de passer d'une année à l'autre dans un autre pays. Ça serait vraiment pour moi, c'est encore un rêve et ça risque de l'être encore longtemps si on ne nous donne pas plus de compétences, tout simplement. Par contre, il y a une expérimentation qui a été faite. Bon, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais qui date depuis 40 ans. Ils se battent pour écrire un livre d'histoire commun. Ah, d'accord. Ouais, mais c'est une catastrophe. Parce que... ah bon. Mais oui, c'est compliqué de se mettre d'accord sur l'histoire. Allez, je sais pas, moi, prenez un sujet épineux qui serait traité, un sujet historique, je sais pas, la colonisation pour la France. Voilà. C'est-à-dire que si les Allemands ne le verraient pas de la même manière, les Polonais non plus, la France non plus. Donc, pour se mettre d'accord, c'est très compliqué. Donc, on n'a toujours pas réussi. Je crois que ça fait 40 ans que ça dure. C'est un vrai serpent de mer. Ah oui. Pour les maths, je me dis que ce serait plus facile, un livre commun, mais il faut se mettre d'accord sur les programmes. Par contre, ce que moi j'essaie de développer, et au niveau, il y a un problème qui s'appelle autour des universités européennes, c'est justement des lieux où on développe l'apprentissage, mais apprendre en étant européen. Donc il y a quand même des lieux qui existent. Et je me bats d'autant plus pour ça parce que je pense qu'on fait Europe comme ça, par l'éducation. C'est comme ça qu'on fait Europe. Et là, pour l'instant, on ne fait plus Europe. Oui, et puis la preuve de tout ça, c'est qu'au final, le programme le plus connu et le plus populaire de loin, le programme européen le plus connu, c'est Erasmus, c'est l'éducation. Je veux dire, si en plus on regarde l'histoire un peu d'Erasmus, c'était un peu un pari fou à la base. Et au final, c'est devenu un peu moi j'appartiens à ce qu'on appelle la génération Erasmus. On a tous vu l'auberge espagnole, on se dit merde, j'ai envie de faire ça moi aussi. Alors les gens d'Erasmus détestent ce film. Ah oui. Et les responsables d'Erasmus
détestent ce film. Dès qu'on leur dit ah mais j'ai vu l'auberge, ouais mais c'est bon, c'est pas ça Erasmus. Oui, c'est vrai que ça donne pas une idée ça donne pas une image très positive de l'administration parce qu'il y a tout le début du film où ils galèrent pour monter ce dossier. Donc oui, je rassure ceux qui n'ont pas pu faire Erasmus. Même à l'époque où moi je l'ai fait, ça remonte un petit peu maintenant. C'était déjà beaucoup plus simple, mais voilà, et on a simplifié encore. Je vais faire un petit peu mon lobby sur Erasmus. On a simplifié Erasmus et surtout les grandes lignes. En tout cas, moi, je suis fière d'avoir travaillé là-dessus, d'avoir poussé, d'avoir rien lâché. C'est l'inclusion. L'inclusion et le verdissement des programmes culturels et éducatifs. Comment on fait justement de l'inclusion et du verdissement d'Erasmus? Comment ça marche? Et bien justement, parce que du coup, nous, on est le Parlement. Donc nous, on dit ce qu'on veut, en gros, et la commission met en œuvre. Mais par exemple, la semaine prochaine, non, le 20 septembre, je fais un aller-retour à Bordeaux pour travailler justement. On a créé un groupe avec tous les acteurs. Il y a des chefs d'établissement et des enseignants. Il y a des gens qui travaillent dans les mairies, des adjoints. Enfin voilà, toutes les personnes qui peuvent à la région, au département. Enfin, on a fait un gros groupe comme ça et des députés. Et notamment moi, puisque j'ai travaillé beaucoup sur Erasmus, et puis Laurence Farin, par exemple, qui fait partie du groupe Renew. Et du coup, on va se réunir pour essayer de travailler pour répondre aux questions que vous posez. Comment est-ce qu'on fait plus d'inclusion ? Comment on va chercher ces populations et qui sont très éloignées d'Erasmus pour plein de raisons. Donc, on va essayer de fouiller et de trouver des solutions pour que sur le terrain, on ait des vrais résultats, parce qu'on a quand même mis beaucoup d'argent pour ça. Et il s'agirait de ne pas se louper, parce qu'au prochain mandat, on nous dira, attendez, tout cet argent qui n'a pas été utilisé parce que vous n'avez pas réussi. Donc, il y a vraiment un enjeu et un défi très important. Mais par exemple, il y a je le dis parce qu'il y a sans doute des auditeurs ou auditrices qui peuvent être intéressés. Il y a un programme qui s'appelle Discover EU, qui permet de distribuer des billets de train aux jeunes, 18 ans, ouais, c'est ça, 18 ans, pour aller n'importe où en Europe. Et c'est hyper facile d'accès. C'était pas le programme de billets Interrac qui arrivait à la fin, qui était poussé un peu à la fin des derniers mandats, où l'Europe devait donner des billets Interrail à tous les jeunes de 18 ans pour que justement ils puissent aller voyager. Ok, donc c'est la traduction de tout ça. C'est un peu la traduction de tout ça, mais vous voyez, par exemple, pour que les auditrices et les auditeurs comprennent un peu le travail, c'est que, par exemple, tous les groupes politiques, la majorité des groupes politiques étaient contre ce programme en disant ouais, mais on demanderait en retour, c'est inadmissible, on va distribuer comme ça des billets, etc. Et moi, j'ai réussi à faire passer ce truc-là parce que j'ai défendu comme étant un premier, justement, dans le cadre de l'inclusion, ça permettait d'atteindre ces populations parce que c'est très facile d'accès. Et ensuite, quand on les a attrapés, on les garde pour leur faire un Erasmus après. Donc, pour moi, c'était un vrai outil d'inclusion. Ouais, après, il faut l'utiliser pour. Ça met le pied dans la porte. Exactement. Et en parlant de ça, je reviens un peu sur votre parcours et c'est connecté aussi à l'idée d'éducation. Donc vous avez dit que vous avez grandi dans les banlieues, dans le 93, donc j'imagine que vous faites travail sur l'inclusion, donc j'imagine que vous retournez un peu dans les quartiers pour essayer de parler de ce que vous faites. Donc quand vous allez voir des jeunes qui, j'ai envie de dire, ont déjà des difficultés d'intégration dans le système français, quand vous allez les voir, comment vous faites pour leur parler de l'Europe? Comment on rend l'Europe... Il y a un sujet compliqué déjà en temps normal, quand on rend l'Europe accessible et compréhensible dans les quartiers. Eh bien, dans les quartiers, ce que j'essaie de viser justement, par exemple, c'est les lycées professionnels et les collèges qui sont en REP, REP+, etc. Donc ça reste ma priorité, même si je vais aussi dans d'autres établissements. Donc je m'octroie l'aide des enseignants qui travaillent sur le thème de l'Europe. Et j'y vais, et en général, ils ont carte blanche, ils peuvent me poser toutes les questions. Et je leur dis toujours que je viens des mêmes quartiers. Alors, je leur cite, en plus, un quartier assez connu, malheureusement. Donc, quand je leur cite, je leur dis bien d'où je viens. Et je leur explique l'Europe de manière très simple. Et finalement, au fur et à mesure, les questions deviennent de plus en plus complexes.
Et je me suis retrouvée dans un collège, alors c'était très drôle. Je me suis retrouvée à un moment à dessiner au tableau le Parlement avec toutes les tranches des partis politiques, les renommées et tout, etc. Et leur expliquer pourquoi certaines lois ne passaient pas. Parce qu'ils me disaient, mais pourquoi vous ne votez pas ça ? C'est bien en fait, pourquoi vous n'y arrivez pas ? Et donc je leur expliquais les alliances qu'il peut y avoir avec tel groupe, et que pour ça on n'a pas réussi à le faire passer, parce que tel autre groupe qui est plus nombreux a fait du lobby auprès d'un autre groupe, et du coup à deux ils sont majoritaires. Et ils étaient du coup contre nous, entre guillemets, en tout cas contre cette loi. Et ils se sont pris au jeu. Et après, j'ai appris que l'enseignant avait poursuivi là-dessus parce qu'il n'avait jamais vu ses élèves comme ça sur l'Europe. Ouais, il y a de l'opportunité. Et il a poursuivi. Et moi, j'ai fourni un document, justement, et ils ont fait un jeu de rôle. En fait, il a partagé la classe. En groupe politique, en leur donnant un peu de manière caricaturale qui ils étaient, ce qu'ils devaient défendre. Et donc, après, ils devaient aller convaincre les autres. Enfin, c'était génial. Et aussi, par exemple, là, je suis en train de faire une super expérience avec une association citoyenne, donc des jeunes universitaires et lycéens. Et j'ai un rapport en culte, j'ai un rapport d'initiative sur la place comment la culture, les médias, l'éducation, etc., le sport peuvent contribuer à la lutte contre le racisme. Et en fait, je travaille avec ces jeunes, ils savent ce que je dois rendre, et on échange. Là, ça va commencer, on a déjà échangé 2 fois, mais en fait, ils vont m'aider à l'écrire. Ce rapport d'initiative. Ils vont m'aider à l'écrire. On va faire des points avec mes assistants, tout ça, pour dire ça on peut pas parce que déjà c'est pas une compétence de l'Union européenne, donc voilà, c'est pas possible. Ça, oui, mais alors il va falloir voir comment. Enfin voilà, donc, on va construire un peu ce rapport d'initiative avec eux. Donc ça les rapproche de l'Europe. Donc j'essaie de multiplier un peu les expériences. Et il y a aussi la grande manifestation qui va avoir lieu début octobre à Strasbourg. Donc moi, je vais y passer tout le week-end, parce qu'en plus, j'ai permis à un groupe d'y aller. Voilà, donc Et c'est pour ça que, par exemple, la représentation de l'Europe à Paris me connaît bien, parce que je suis tout le temps avec des jeunes. Oui, donc ils aiment bien. Je vais partout. Ils aiment bien ça. Et puis là, on m'a fait un super compliment ce week-end. Par exemple, à Venise, je suis allée à Venise à la Biennale, la Mostra sur la culture, Festival international du film, et j'ai rencontré un groupe de 27 autour du prix Luxe, de 27 jeunes, un pour chaque pays, et qui sont venus poser des questions, et on m'a dit mais tu sais super bien leur parler, ils étaient très intéressés, ils sont allés au fond des choses. Bon, en même temps c'était mon métier, donc c'est plutôt simple pour moi. Donc voilà, j'essaie d'expliquer. Alors c'est très drôle dans les lycées, et vous m'arrêtez quand vous voulez. Non, allez-y, c'est intéressant, donc moi je laisse aller. Dans les lycées et les collèges, c'est très drôle parce qu'il y a certains lycées où les élèves n'osent pas. Parce que je leur dis, mais vous avez le droit de poser toutes les questions. À la rigueur, s'il y en a une qui est trop personnelle, je vous dirais non, là, non. Mais voilà. Et il y a une question qu'ils adorent, c'est combien gagne un député ? Ah, ça, c'est un grand classique. Ça, c'est le grand classique. Alors souvent, parfois, ils n'osent pas. Alors je leur dis, personne ne veut savoir combien je gagne. Et je dis, oh si, madame, etc. Et quand je vais dans les lycées et dans les collèges, moi, de zones d'éducation prioritaire, donc les quartiers défavorisés, ou aussi la campagne, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le monde rural, les problématiques se ressemblent énormément. Quand je repars et qu'il y en ait au moins un qui me dit, ou une qui me dit, mais madame, ça veut dire que moi aussi, je peux être députée ? C'est bon, moi j'ai gagné ma journée. Voilà, je suis heureuse, quoi. On a fait le quota. Ouais. Et la dernière fois, j'ai pris une photo avec le futur président. Oh, il m'a dit, moi, madame, c'est pas député. Ah oui, rien que ça. C'est pas que député que je vais être. Écoutez, si vous avez lancé une vocation, ça fera une belle histoire à raconter éventuellement dans le futur. Exactement. Suivant les élections. Exactement. Et je lui ai dit, je prends une photo avec toi parce que on sait jamais. Plus tard, je pourrais dire que je t'ai connu. Alors, vous avez mentionné que vous étiez à Venise pour un festival du film, et justement j'ai une question un peu liée à ça, donc
je saute sur l'occasion. La question qui a été posée, c'est est-ce qu'il y a des tentatives de concentrer les ressources, donc européennes sous-entendu, pour permettre au secteur du cinéma européen de concurrencer Hollywood à long terme, ou même des centres de production comme Atlanta, Vancouver ou Nouvelle-Zélande. Et donc la personne complète en disant qu'il est ironique que l'Europe, qui est connue pour sa culture, laisse l'Amérique dominer ce que les gens peuvent regarder ou pas. Donc est-ce qu'il y a des choses qui se font au niveau européen pour ça? Eh bien, pas encore et pas vraiment. Et vous allez me croire ou pas, mais je vous assure que j'ai parlé de ça cet après-midi. Bon. Parce que, notamment autour d'un projet pilote, il va falloir que je travaille là-dessus pour développer ce que c'est que la culture européenne, tout simplement. Par exemple, à la Mostra à Venise, film international, etc., le prix luxe était vraiment un peu en marge. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. Alors que c'est un prix très important pour l'Europe. Quant à l'hégémonie des États-Unis, il y a plusieurs choses qui rentrent là-dedans. On peut parler par exemple des plateformes avec les blockbusters et qui en plus ont pris une ampleur avec le Covid très importante. Donc il y a un travail aussi pour qu'on fasse aussi concurrence à ces plateformes de streaming, de VOD. Ouais, c'est le streaming VOD, donc oui, ça marche VOD, aussi. voilà. Mais aussi, et là vous touchez un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, la diplomatie culturelle, ça s'appelle le soft power en anglais, on appelle ça comme ça. Et moi, je crois qu'on est passé à côté de tout ça. Je disais vous pourrez vérifier à Venise parce qu'ils ont filmé. Je disais, n'importe qui dans le monde sait comment un Américain vit à travers les films. Un Européen, on ne sait pas. Ouais. Mais est-ce que moi, je ne sais pas comment on vit un Polonais, en fait. Donc, finalement, ce travail, on ne l'a pas fait entre nous, déjà. On ne l'a pas fait au niveau européen. Donc, je crois que construire, et c'est vraiment le sujet de cet après-midi, un projet pilote qui permettrait justement de créer, par exemple, un festival européen du film, mais pas que, du livre, etc. Je pense que ça aurait une chance de passer. Donc, c'est quelque chose sur lequel je vais me mettre à travailler pour l'année prochaine, parce que là, c'est fini, pour l'année prochaine. Et moi, je crois vraiment à ce soft power. Développer nos films déjà en interne, et ça permet aussi de se poser la question de notre identité. Qu'est-ce que c'est qu'être européen ? C'est pas évident de répondre à cette question. Et je suis sûre que vous allez dans plein de pays différents, vous avez des réponses différentes. Donc, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui nous rassemble aujourd'hui ? Et je pense que la culture, c'est le meilleur vecteur de l'identité. Vous avez parlé des États-Unis, mais moi, je dirais, de l'autre côté, il y a la Chine. C'est ce qui me fait le plus peur, c'est la Chine, parce que elle est passée maître dans justement ce soft power, la diplomatie culturelle. Elle s'est développée à travers ses instituts Confucius, la culture chinoise, mais elle importe avec elle des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Ouais. Et nous, on n'est pas sur le terrain, là. Ouais, on leur laisse un peu le champ libre pour pousser. Ouais. C'est comme ça que ça commence, et après, derrière, une fois qu'ils ont mis le pied, ils peuvent pousser plus loin. Fini. Alors, pour la suite, alors là, on a parlé un peu policy, on va repasser un petit peu en vue aérienne. Cette fois, on va parler un peu des Verts, donc vos groupes politiques. Alors, un sujet qui revenait souvent, c'est... J'ai eu pas mal de questions sur les Verts au niveau national que je reformule pour passer au niveau européen, parce que c'est l'Europe qui nous intéresse ici. Un sujet qui est revenu souvent, il y avait un certain nombre de critiques vis-à-vis du groupe des Verts, d'une manière générale, qui pointaient du moins qui faisait allusion à un possible paradoxe entre d'un côté le groupe des Verts qui prône le respect de la parole scientifique, donc sur le changement climatique, la pollution, etc., mais de l'autre, il y a aussi dans une partie des Verts, il peut y avoir une culture de défiance de cette même science, et voire même certains qui font la promotion de théories qu'on qualifiera d'un peu alternatives. Donc on a pu voir des anti-vax, on a pu voir des grosses critiques sur la 5G, etc. Donc en restant d'un point de vue européen, comment vous voyez ça ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un paradoxe qui existe au sein des Verts entre ça, ou est-ce que c'est faux, ou comment vous réconciliez tout ça ? Alors moi, comment je réconcilie, c'est que pour moi, c'est pas un paradoxe. C'est juste qu'il y a des courants différents dans tous les groupes politiques. Il y a des courants différents. Et donc, des courants... tout à l'heure, je parlais de DSA-DMA, d'accord ? Je vais revenir, vous allez voir un peu le parallèle. Par exemple, chez nous, on a chez les Verts, on a
c'est les Verts ALE, donc c'est l'Alliance libre européenne, les Corses, Les en tout cas, régionalistes, voilà. nous c'est un Corse, c'est pour ça, mais on a un Espagnol, ouais, les régionalistes. Et on a aussi le Parti Pirate. Et le Parti Pirate, lui, le streaming ne lui pose aucun problème. Tous les problèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour lui, ça lui pose aucun problème. Ouais. Donc déjà, à l'intérieur de notre groupe, il faut qu'on se mette d'accord. Et parfois, si vous allez voir, parce que les votes sont publics, vous pouvez voir qui a voté quoi, eh bien, on ne vote pas d'une seule voix sur certains dossiers, même des sujets très verts. Et par rapport au vaccin, par exemple, il y a eu un vote où on devait voter sur le pass sanitaire. Alors, ça vous semble comme ça, rien du tout. Mais en fait, c'était un vrai dilemme chez les Verts. Et on sait, il y a eu un débat de dingue là-dessus. Parce que voter pour, c'était dire aux citoyens, vous êtes vaccinés, c'est bon, pump it up, on fait la fête, il n'y a pas de problème, on peut enlever les masques, revivre comme hier. Alors que c'est pas vrai, puisqu'on peut transmettre et on peut attraper le virus. D'accord ? Et voter contre, c'était la porte ouverte à tout et n'importe quoi en Europe. Donc c'était un vrai dilemme. Il n'y avait pas entre les deux. Neutre, voilà, ça n'a sert aucun à intérêt. rien. Voilà. Donc il y avait vraiment... et là, il n'y avait même pas d'histoire d'anti-vax. C'était même pas le vaccin, c'était juste le cadre. Ouais, c'est le message politique que ça envoyait en fait. Ouais, ben oui. Sauf que dans la réalité, c'était le cadre du pass sanitaire. Et nous, ce qu'on avait peur, c'était que certains pays en Europe fassent tout et n'importe quoi. Bon, effectivement, je ne m'attendais pas forcément aux pays qui ont un peu dérivé là-dessus, mais et parfois, c'est un vrai dilemme. Et du coup, moi, j'ai voté la sécurité. Moi, j'ai voté pour qu'il y ait un cadre, justement. D'accord. Voilà. Alors, je vois une question dans le chat, on va revenir sur la question des Verts, mais la question dans le chat, c'est personne demande quelle est la position d'Europe Écologie Les Verts vis-à-vis de l'Europe. C'est quoi la position européenne pour le moment, sous réserve des primaires? Alors, par rapport à quoi? Alors, moi, déjà, je ne suis pas Europe Écologie Les Verts. Je ne suis pas Europe Écologie Les Verts, donc ça me paraît un peu étrange de donner la position. Sur l'Europe en général? Ouais, du manière générale, c'est quoi la position vert français, entre guillemets, sur... Les verts français sur l'Europe, on n'a aucun souci, c'est défendre l'Europe. Hein. Si c'est ça la question, tous les verts français, c'est vraiment défendre l'Europe. Je prends juste note, parce que ça sera un sujet qui pourrait être intéressant de discuter dans le débriefing pour donner des éléments de contexte en plus, mais... Oui. Si c'est ça la question. Je pense que c'est ça. Ouais. Alors, du coup, la personne ensuite enchaîne en demandant est-ce que vous êtes satisfaite de l'Europe actuelle? Ou est-ce que vous voulez des changements? Mais non, pas du tout, je ne suis pas satisfaite. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une conférence sur l'avenir de l'Europe. Oui, les citoyens sont associés, vous pouvez vous inscrire. Donc, je fais un peu la publicité de ça parce que c'est très important. Et au départ, je n'avais pas de place, je ne pouvais pas y participer. Et finalement, il y a quelqu'un qui s'est désisté et je suis super contente d'en faire partie. Et oui, non, il y a plein de choses. Moi, je pars du principe qu'on a réussi le premier pari qui était de se dire on crée l'Europe pour ne pas se faire la guerre. Bon, ça a fonctionné, je crois que c'est clair, ça a fonctionné. Mais je crois que là, aujourd'hui, on a besoin d'autre chose. Pour faire avancer l'Europe. La diplomatie culturelle dont je parlais tout à l'heure, ce sont des choses que j'aimerais justement faire bouger au sein de la conférence. Toutes les questions d'identité, qui sommes-nous, et puis la promotion de notre identité, c'est un peu les grands enjeux. Et puis, il y a une grosse question aussi au niveau des affaires étrangères, c'est que nous, on est un nain géopolitique, on le voit bien. Et donc, il va falloir... Et ça, c'est aussi un problème de compétences. L'Europe n'a pas assez de compétences dans ce domaine-là. Et du coup, on n'arrive pas à s'imposer face à un axe, on va dire, Chine, Russie, il y a la Turquie aussi qui est juste à côté, les États-Unis. Donc, on a ces gros pôles qui sont autour de nous et nous, on n'arrive pas à prendre notre place. Donc, c'est aussi se poser la question des compétences et des relations. On voit bien qu'à
avant, la Commission était plutôt quand même assez proche du Parlement. On voit là qu'avec Madame von der Leyen, ça se rapproche du Conseil. Donc ça, c'est pas très bon, je pense, pour l'Europe. Donc oui. Et moi, je vous invite, sincèrement, c'est vraiment ouvert à tous les citoyens. On peut dire qu'il y a beaucoup. Non, moi, je trouve qu'il y a très peu, pour être critique, de personnes qui sont inscrites, vraiment très peu. Et je pense que c'est beaucoup de personnes qui travaillent dans les institutions, une grande majorité. Donc, faites de la pub autour de ça. Allez-y et donnez votre avis sur l'Europe. Voilà. Alors, un peu en question-réponse rapide, parce que je vois dans le chat pas mal de gens qui posent des questions sur votre position sur un certain nombre de sujets. Donc, en tac au tac, donc, sur la question du nucléaire et du gaz, qu'est-ce que vous considérez qui est vert ou pas, en tac au tac, sans aller trop dans la nuance. Bah ouais, mais c'est des questions compliquées, oui. Ouais, c'est trop compliqué pour aller du tac au tac, quoi. Moi, je dis, en gros, le nucléaire, pour l'instant, on n'a pas grand-chose d'autre. Mais moi, je suis scientifique, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis scientifique, donc je pense que il faut pas qu'on garde ça de manière pérenne. Il faut travailler sur d'autres alternatives. D'accord. Ça va du tac au tac? Ça va aller, ça, au moins ça donne un axe. Puisque vous êtes en commission AFET sur ce qu'on appelle le Nord Stream, donc le pipeline entre l'Allemagne, enfin le gazoduc plutôt entre l'Allemagne et la Russie, pose quelques problèmes politiques au sein de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, si vous avez suivi le dossier? J'ai suivi, mais je vais être très large. Pour moi, quand il y a des réactions comme ça, c'est qu'on a un problème avec l'Europe. C'est qu'on n'a pas réussi notre Europe, là. Voilà. Ce genre de problématique, c'est qu'il y a... Voilà. C'est typiquement ce qu'il faut travailler sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Comme l'affaire des masques, etc., où tout le monde s'est replié et cherche son intérêt. Donc, du coup, il n'y a pas... L'Europe, elle n'est pas finie, elle est loin d'être finie, quoi. Et elle ne va pas dans la bonne direction si on continue comme ça. Alors, une question que j'avais eue avant le stream, que je posais parce que ça peut faire une discussion intéressante, notamment sur le fait que l'Europe a besoin de changer. Donc la question, elle est un peu provoque. Elle dit, comment vous conciliez la lenteur suicidaire de l'appareil technocratique européen avec l'urgence climatique? Tout un programme. Comment je concilie les deux? J'essaie de travailler plus vite pour rattraper, mais c'est compliqué. Non, je plaisante. Vous savez, il y a eu 60%, plus de 60% de renouvellement du Parlement. Ouais, du Parlement. Et ça, je pense que ça a vraiment eu un effet. Il faut y être pour le comprendre. Et alors, des gens plus jeunes, mais pas que, mais des gens plus jeunes quand même, qui viennent vraiment bousculer tout ça. Et effectivement, l'Europe... Il y a un enjeu qui est énorme et on n'avance pas assez, c'est jamais assez. Mais l'Europe, ça reste quand même tout petit par rapport au reste du monde. Donc il y a tout le travail qui est fait avec les autres pays pour aussi bousculer les avancées pour le climat. Et en même temps, je vous dis sincèrement, comment vous pouvez aller dire à des Indiens d'arrêter de consommer du pétrole, puisque leur objectif, c'est d'essayer de vivre comme nous. Donc, il faudrait que nous, déjà, on essaie de vivre autrement pour qu'on puisse être suivis sur ce champ-là. Non, la lenteur, sincèrement, parfois, on s'arrache les cheveux. Mais surtout, pas que sur le problème climatique. Pour moi, c'est une machine beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lourde. Tout est... Tous tes problèmes, par exemple, je vais raconter une petite histoire. Quand on a fait les auditions pour les commissaires, on a auditionné un commissaire et on lui a dit... après, on doit faire une lettre qu'on doit signer pour dire si on la double ou pas. Et nous, on voulait mettre une condition sur cette lettre. Et le président de cette commission qui travaillait sur le commissaire, sur cette audition, nous dit, mais c'est pas possible de mettre des conditions. Je vous assure, il était minuit. C'est pas possible. Ah oui, non, mais nous, on veut pas. En fait, on veut dire oui, mais... Ah non, mais c'est pas possible.
Et ce président, il était très drôle parce qu'il avait un super brushing. À 1h du matin, il n'y avait plus de brushing parce qu'il s'énervait à nous dire mais c'est pas possible, vous connaissez pas l'Europe, ça fonctionne pas comme ça, etc. On dit non mais on s'en fiche en fait, nous on part pas d'ici tant qu'il n'y a pas cette condition. Et ben on a eu gain de cause. Hein. Ils l'ont mise la condition. Oh, il était 1h du matin et tout le monde voulait rentrer. C'est une méthode de négociation. J'ai entendu des anecdotes comme ça aussi. Je la raconterai après au stream. Et on a dit non, mais nous on veut pas. En fait, c'est pas possible. On veut pas dire non parce qu'il est bien, mais on veut dire oui, mais on veut une condition. Et on partira pas, on lâchera pas. Oui, mais vous arrivez, vous ne connaissez pas l'Europe, vous êtes des jeunes députés. Ça faisait pas longtemps en fait, ça faisait 2 mois qu'on était là. Mais nous on s'en moquait. En fait, vous vouliez un résultat et voilà. On a tenu jusqu'au bout et c'est passé. Hein. C'est passé, donc c'est peut-être rien, mais on a fait bouger un peu, on a bousculé. Donc j'espère que cette conférence, ça ne sera pas un truc, un coup d'épée dans l'eau, vraiment. C'est une initiative du Parlement et pas de la Commission. Puis nous aussi en interne, on a des focus group et j'en fais partie aussi pour travailler ce que le Parlement, là on n'est pas sur l'Union européenne, mais ce qu'on doit changer au Parlement, parce qu'il y a aussi des choses quoi faire, oui. Ouais. Donc je travaille un peu sur ces 2 axes en même temps. Et je crois que la jeunesse, mais pas la jeunesse en âge, mais la jeunesse dans la machine, nous on arrive, on se dit mais c'est quoi ce fonctionnement quoi? Alors qu'il y a des gens, ils sont là depuis 3-4 mandats, ils sont rentrés dans le moule, quoi. On les a formatés, ils sont rentrés dans le moule. Et nous, on dit, mais non, mais c'est n'importe quoi, ça ne fonctionne pas, votre truc. Donc, on le change. Et ça bouscule, c'est bien. Et justement, puisqu'on parle de changement, au-delà de la question de la conférence sur le futur de l'Europe, si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose dans l'Europe et son fonctionnement, vous pouvez changer quelque chose, qu'est-ce que vous changez et pourquoi? Si j'avais à changer quelque chose, franchement, je mettrais la culture au milieu. Ok. Voilà. Je repartirais de la culture. On recommence de la culture, un peu comme... on attribue la citation à Jean Monnet, mais non, Jean Monnet n'a jamais dit ça. Oui, non. Exactement. Si on commencerait par la culture, je crois que c'est... Ouais, si je devais recommencer, je recommencerais par la culture. Ouais. C'est souvent attribué à Jean Monnet, mais en fait, il n'a pas dit ça. Après, je donnerais plus de compétences à cette commission. Je crois qu'elle a vraiment besoin de plus de compétences. La commission culte et éducation. Moi, je vois le temps qui passe. Alors, malheureusement, on a eu un peu moins de temps que prévu. Moi, je l'ai pas vu. Ouais. Moi aussi, je vois pas le temps passer. C'est pour ça que j'ai une grosse horloge en face de moi. Comme ça, je peux garder un œil. Et je vais vous poser la dernière question qui est traditionnelle à ce stade-là dans les interviews. C'est qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'une fédération européenne? Est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre, incertaine? Comment vous vous positionnez sur ça? Une fédération. Alors, moi, je suis incertaine, mais je pars du principe que lorsque quelque chose ne fonctionne pas, et qu'on a une piste de solution qui n'est pas catastrophique, on peut essayer. Mais à partir du moment où quelque chose ne fonctionne pas, je veux essayer quelque chose. Après, je ne pars pas sur un concept où je sais que je vais droit dans le mur, bien évidemment. Mais pourquoi pas une fédération? Ok, donc ouverte à la discussion sur ouverte à la discussion, ouais. Ok, bah écoutez, ce que je vais vous proposer, donc c'est... Je vais vous proposer de conclure, je vais vous laisser le dernier mot à l'audience avant que vous puissiez profiter de la fin de votre soirée et moi que je reste avec nos camarades qui nous regardent aujourd'hui. Donc je vous laisse le dernier mot. D'accord. Alors moi je vous dirais, aidez-nous à changer cette Europe. Donc participez à cette conférence, continuez à la critiquer parce que ce sont ces critiques-là qui sont importantes. Continuez à nous contacter pour nous apporter des informations, parce qu'on a besoin des informations du terrain. Et c'est comme ça qu'on construit une Europe différente, qui ressemble à ses citoyens et qui ne soit pas hors sol, qui répond aux réels besoins du terrain. Ça me semble un très bon mot de la fin. Donc avant que je commence mon débriefing, d'abord, évidemment, je vous remercie à nouveau, Salima Yembou, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Chat, remerciez-la aussi. Évidemment, et n'hésitez pas à la suivre sur Twitter, vous voyez son hâte sous le stream vidéo. C'était très intéressant, et j'espère que tout le monde aura, enfin vous Madame Yembou, vous aurez apprécié l'expérience et vous pourrez la recommander à vos collègues. Et du coup, je vous souhaite une très bonne soirée, et moi je vais me lancer à mon débriefing. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bye. Au revoir.
Alors, à notre tour, faisons un peu notre débrief. Alors on a eu un début de stream un peu chaotique, vraiment je m'excuse, d'habitude ça se passe pas comme ça. Mais bon, les aléas du direct comme on disait. Alors, j'ai pris mes petites notes. Donc regardons un peu ce que j'ai pris comme notes et on va commenter tout ça. Alors je reviendrai aussi sur les questions que j'ai pas pu prendre dans le chat. Encore une fois, désolé, on a eu un peu moins de temps que d'habitude, mais je vais revenir là-dessus. Je vous donnerai des éléments concrets. Alors une des premières choses qu'elle avait expliqué, évidemment moi ça me tient à cœur, je suis un ancien assistant parlementaire, c'est le rôle des assistants, où elle dit bah voilà moi j'aimerais bien bosser sur plein de sujets, mais mes assistants me disent wow, temps mort. Effectivement, partie du rôle des assistants parlementaires, c'est parfois de protéger les députés d'eux-mêmes, parce que les députés ils sont plein d'enthousiasme, ils veulent faire plein de trucs, surtout en début de mandat, faut dire les choses, ils sont plein d'énergie, ils veulent faire plein de trucs et à des moments il faut leur dire bon non, en fait soit on n'a pas le temps, soit on n'a pas les ressources, soit vous allez, soit il y a déjà d'autres députés qui font des choses, enfin bref vous allez diluer votre effort et donc partie du boulot des assistants de temps en temps c'est de manager l'enthousiasme du député. Savoir faire ça diplomatiquement, c'est un art, ça s'acquiert avec l'expérience, mais voilà. Le rôle des assistants, c'est aussi de donner un cadre à toute cette activité pour concentrer les énergies dans le bon sens et qu'on soit efficace. Ensuite, évidemment, elle a beaucoup parlé d'Erasmus, donc la politique la plus populaire en Europe. Donc, je peux vous donner 2-3 chiffres de tête, j'ai plus les chiffres exacts, mais de mémoire, le premier, donc Erasmus ça a commencé en 1987, 30 ans plus tard maintenant. Premier Erasmus, je crois que c'est dans un des fun facts que j'ai, mais je n'arriverai pas à le retrouver. Je crois que le premier Erasmus, il y avait 4000 personnes qui avaient fait le tout premier Erasmus en 87 ou 80, entre 87 et 88, il y a 4000 personnes. Et pour les 30 ans, donc en 2017, on était à 3 millions. On avait atteint un total de 3 millions de gens qui avaient fait Erasmus en 30 ans. Sur la dernière année, on était à plusieurs centaines de milliers de gens qui profitaient d'Erasmus. Alors, Erasmus, comme on a parlé un peu de l'auberge espagnole, Erasmus est devenu très différent aussi de ce qu'on voit dans l'auberge espagnole, parce que souvent on a l'idée l'auberge espagnole, Erasmus, c'est pour ceux qui sont à l'université, c'est pour l'éducation supérieure, l'enseignement supérieur, etc. Et c'est tout. Alors que depuis en fait Erasmus c'est très élargi. Maintenant ça n'est plus que l'enseignement supérieur. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'Erasmus des apprentis. Vous avez l'Erasmus pour les enseignants. Donc aujourd'hui, Erasmus, c'est quelque chose de beaucoup plus large que l'enseignement supérieur, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible. C'est pour ça qu'elle disait notamment qu'elle allait dans les centres de formation ou les lycées professionnels pour répandre la bonne parole. Il y avait une question, elle a parlé de ce qu'on appelle le DSA et le DMA dans la bulle européenne, donc c'est le Digital Services Act et le Digital Markets Act, donc c'est les grosses législations, ça fait partie des gros paquets législatifs qui sont actuellement en négociation au Parlement européen et au Conseil. C'est en gros la régulation du numérique. Il y en a un, c'est comment on régule les plateformes, d'une manière générale, et l'autre, c'est comment on régule d'un point de vue concurrentiel, parce qu'on a les services comme Amazon, comme Google, comment on leur impose des limites pour éviter qu'ils deviennent des géants. Enfin, du moins, ils sont déjà des géants et que du coup, faut un peu les encadrer pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi. Elle a aussi évoqué la question alors, elle a pris un exemple, elle a rencontré des gens du secteur du livre qui parlaient du fait qu'on voulait forcer les libraires à vendre partout en Europe, et elle disait bah non, c'est pas normal parce que ça développe. Ça leur fait des coûts supplémentaires qui ne sont pas viables. Et quelqu'un dans le chat disait mais pourquoi est-ce qu'on les obligerait à faire ça? Alors, c'est ce qu'on appelle le règlement géoblocage, qui est un texte qui a été passé au dernier mandat. Et en gros, qu'est-ce que ça dit ça? À la base, ce texte, ça consiste à dire que pour un service en ligne, quand vous ne pouvez pas empêcher un citoyen, vous ne pouvez pas discriminer un citoyen sur son pays d'origine. L'exemple typique, c'est vous voulez louer une bagnole, vous ne pouvez pas empêcher un consommateur français de louer une bagnole en Belgique ou de lui imposer un prix différent. Et donc l'idée, voilà, c'était sous l'angle de protection des consommateurs pour éviter par exemple que le Belge, il reçoit un consommateur français, et il met plus 20% sur le prix.
ça créerait une discrimination vis-à-vis du consommateur, sur le consommateur français vis-à-vis du consommateur belge. Donc c'est à la base ça, et donc dans le cas de cette discussion, il y avait une exception à ce principe général d'interdiction du qu'on appelle le géoblocage. Cette exception, c'était notamment sur tout ce qui est sous droit d'auteur, donc la musique, le cinéma, les livres, etc. Ça, c'était une exception au géoblocage. C'est-à-dire qu'on pouvait toujours faire du géoblocage. Et donc, c'est ce qu'elle expliquait là. En l'occurrence, c'est que dans le cas d'une vente de livres, on peut toujours faire du géoblocage parce que, justement, pour un libraire, ça serait complètement dingue de l'obliger à pouvoir vendre son livre à l'autre bout de l'Europe parce que ça générerait des coûts supplémentaires qui seraient juste pas supportables. C'est un peu le texte de la discussion, et donc il y a tout un tas de discussions, justement, enfin c'est une discussion en fait, c'est un certain nombre de députés qui poussent pour réouvrir ce règlement géoblocage, pour virer cette exception pour les contenus culturels, et donc s'assurer que l'interdiction du géoblocage s'applique à tout. Elle a évoqué, donc quand on parlait d'éducation, elle a dit l'éducation c'est une compétence d'appui. Alors une compétence d'appui c'est quoi? En fait c'est une compétence, c'est ce que ça désigne ce que l'Europe peut faire ou pas faire. Vous avez ce qu'on appelle les compétences exclusives, donc c'est-à-dire les compétences où il n'y a que l'Europe qui peut agir, un État membre, donc la France ne peut pas agir sur ce domaine-là, ou du moins pas toute seule, parce que c'est au niveau européen que c'est l'Europe qui a la compétence exclusive. Il n'y a que l'Europe qui peut faire quelque chose. L'exemple typique de ça, c'est le commerce international. Quand il y a un traité commercial qui est conclu au niveau un traité commercial qui est conclu, il n'y a que l'Europe qui peut conclure un traité commercial. Les États membres ont délégué à l'Union européenne la capacité de négocier des traités commerciaux. La raison est toute simple, c'est que comme il y a ce qu'on appelle un marché unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières, entre les États européens en matière de biens et services, à partir du moment où vous avez accès au marché français, en fait vous avez accès au marché des 27 États membres. Donc à partir de là, pour protéger le marché unique, la logique veut que ce soit l'Union européenne qui définisse les conditions dans lesquelles un autre pays peut fournir ses biens et ses services dans l'Union européenne par le biais d'un traité commercial. Et à l'opposé, vous avez ce qu'on appelle des compétences d'appui, où au contraire, la compétence principale est à l'État membre, à la France, et l'Europe ne peut intervenir que en soutien à l'État membre, là où ça fait sens d'intervenir. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Donc en l'occurrence, dans l'éducation étant quelque chose qui est éminemment national, évidemment, l'Europe ne peut intervenir que par petites touches. Là où ça fait sens et là où c'est utile de faire quelque chose au niveau européen. L'exemple étant Erasmus, mais pas que. C'est ce qui peut contribuer à freiner aussi le fait qu'il n'y a pas de programme unique au niveau européen. Parce que, évidemment, ce qu'on met dans un programme scolaire, c'est, dans beaucoup de cas, éminemment national. Ça dépend des traditions, ça dépend aussi des priorités, ça dépend de l'interprétation. Enfin, elle a mentionné le fait qu'il y a ce projet d'essayer de faire un programme européen, un programme scolaire européen en matière d'histoire qui est au freezer parce que personne ne peut s'entendre sur comment on enseigne l'histoire partout en Europe. Évidemment, la manière dont on enseigne l'histoire en France, l'interprétation de l'histoire en France n'est pas la même que l'interprétation de l'histoire en Pologne, en Allemagne ou je ne sais où. L'éducation est une compétence faible, on va dire. Faible, c'est peut-être pas la bonne manière de le dire, mais c'est pas une compétence forte de l'Union européenne. Elle peut pas faire ce qu'elle veut. Alors elle a évoqué plusieurs choses. Elle a parlé plusieurs moments on appelle le prix Lux. Un prix européen qui récompense les films européens. Bon, sans vouloir se dire, c'est l'Oscar, les Oscars version européenne. Voilà, en gros, c'est un prix de l'Union européenne pour récompenser des films européens. C'est un prix qui a pas mal marché dans le sens où il y a pas mal de films qui ont, pas mal de films. Il y a eu ces dernières années un certain nombre de films qui ont été récompensés par ce prix Lux ont derrière été nominés aux Oscars, etc. Donc ça prouvait que on récompensait pas des films nazes, quoi. Un sujet, alors là où je suis pas nécessairement d'accord avec elle, où elle disait oui, il y a pas sur la question, oui, l'Europe ne peut pas mettre ensemble des ressources pour concurrencer Hollywood, pour faire des films européens. Alors oui, effectivement, il y a pas, on va pas concurrencer. L'Europe ne peut pas concurrencer. Pour autant, il y a un programme européen qu'on appelle Europe Créative, qui est un programme de financement. C'est-à-dire que l'Europe réunit des ressources de plusieurs milliards d'euros et avec ça, elle va aider au financement de films, de livres, mais aussi de jeux vidéo. Pourquoi je sais ça? Parce que je me suis penché sur le sujet, puisque sur la chaîne, on va tester des jeux qui ont été financés par des jeux vidéo qui ont été financés par
par l'Europe, ou du moins qui ont été partiellement financés par l'Europe. Donc on verra si l'Europe finance des bons jeux vidéo ou pas. C'est ce qu'on appelle le programme Europe Créative. Qui permet de financer des œuvres culturelles. Elle a parlé aussi de ce qu'on appelle un projet pilote. Donc un projet pilote, c'est comme son nom l'indique, c'est un projet qui vise à tester une idée pour voir est-ce que ce programme, est-ce que ce projet aurait est quelque chose qui fait sens. Est-ce que c'est quelque chose qui peut marcher? Est-ce que c'est quelque chose qui ne marche pas? Et donc on fait un test. C'est-à-dire on dit bah voilà, on va donner un peu d'argent à ça avec un champ limité. Et on voit derrière si ça marche. Et si jamais ça marche, bah très bien, on voit pour d'ailleurs en faire un vrai programme, une vraie politique européenne. Ou alors si ça marche pas, bon, en ce cas, voilà, on a essayé et ça marche pas et on passe à autre chose. Voilà. Le projet pilote, c'est en général, c'est comme ça que qu'on va commencer à lancer un programme européen. On va dire voilà, on teste l'idée avec un petit peu d'argent. On voit si la mayonnaise monte. Si la mayonnaise monte, bah très bien, on passe à la vitesse supérieure. Sinon, bah écoutez, on aura essayé. On passe à autre chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma petite... Alors, on a parlé à un moment donné du fait que... Qu'est-ce que c'est que de vivre... On ne sait pas aujourd'hui ce que c'est, comment on vit un Polonais, on ne sait pas comment on vit un Autrichien, on ne sait pas ce que c'est que mode de vie européen. Ce qui est un peu ça. Je l'ai noté parce que l'ironie veut qu'aujourd'hui, on a justement un commissaire européen dont la fonction, c'est justement de défendre le mode de vie européen. Et quand ce commissaire, poste de commissaire avait été proposé, donc c'est le commissaire grec Margaritis Skinas qui est commissaire à ça. On dit mais c'est quoi le mode de vie européen? Donc on s'était pas mal, certains ont dit oui c'est pour faire la course à l'extrême droite parce que le mode de vie européen ça a des consonances que ce qui n'est pas européen, ce qui n'est pas un mode de vie européen n'est pas souhaitable, etc., etc. Mais bon, au final, il y a quand même ce commissaire qui est là. L'intitulé de la com pure, hein, on est d'accord. De quoi on a parlé d'autre? Après on a parlé un peu des Verts. Alors j'ai fait une erreur, j'ai dit qu'elle était Europe Écologie Vert, apparemment elle n'est pas Europe Écologie Vert. Le site du Parlement Européen m'a trompé, sans trahir. Mais c'est pas grave. Donc on a parlé un peu des divergences qui peuvent exister entre les Verts, entre eux, parce que évidemment, c'est une nouvelle pour personne en politique, on n'est pas forcément d'accord les uns avec les autres. Hein, elle a parlé de l'exemple du pass sanitaire au niveau européen où bah, il y a eu des divergences entre différents courants des Verts qui ne sont pas d'accord entre eux pour des raisons diverses et variées. Elle a parlé aussi voilà, des pirates qui ne sont pas d'accord, qui sont pas toujours d'accord avec elle sur les sujets culturels, etc. etc. Il y a eu une question sur la position des Verts sur l'Europe, donc elle a répondu rapidement dans oui, les Verts sont européens, et effectivement, historiquement, les Verts font partie des partis en France et ailleurs. C'est une tendance qui est assez homogène partout en Europe. Les Verts sont historiquement très européens. Vous avez... et d'ailleurs, énormément de fédéralistes sont des Verts. Hein. La plupart des fédéralistes... Enfin, la plupart. Les grands bastions de fédéralistes dans les partis politiques en Europe, c'est chez les Verts et chez les centristes. Donc les Verts sont très très pro-européens. D'une manière générale, c'est une vraie tendance. Vous allez avoir du mal à trouver un Vert qui va dire que l'Europe c'est naze. Et quand c'est le cas, en général, et c'est le point que j'allais faire derrière, ils vont en fait à côté, ils vont plus vers l'extrême gauche. Et c'est une des raisons pour lesquelles parfois c'est compliqué pour les Verts de discuter avec l'extrême gauche. Donc par exemple, je pense avec la France Insoumise, c'est que bah, justement l'extrême gauche et moi je les considère comme étant des eurosceptiques un peu soft. Alors pas tous, hein, il y a des exceptions à ça évidemment. Il y a des gens à l'extrême gauche qui sont très pro-européens, mais il y a quand même une très forte tendance au sein des extrêmes gauches européennes à être un petit peu eurosceptiques, et surtout en France. En France, l'Europe n'est pas populaire du tout à l'extrême gauche, et ça les met en position de clash avec les Verts parce que pour eux l'Europe c'est pas négociable, quoi. Il y a pas de... Europe Écologie est un parti français. Oui, voilà, elle indiquait c'était un parti vert différent que ELV, qui s'associe avec les ELV que pour les élections seulement. D'accord. Alors du coup, la question que je me pose, faudrait vérifier parce que effectivement, elle a fait partie de la liste Europe Écologie Les Verts. Mais par exemple, si vous allez regarder les centristes,
sur le site du Parlement européen, ça indique quand ils sont du Modem, ça indique quand ils sont de la République En Marche, etc. Donc, c'est possible, je ne sais pas. Je ne sais pas, on creusera, mais bon. Le mystère est résolu, et de toute façon, ça n'était pas dramatique. Je n'ai pas... les Cap Écologie, d'accord, selon Wikipédia. J'avoue que je ne connaissais pas Cap Écologie avant ce soir. Mais j'apprends toujours des choses. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors, elle a noté effectivement l'un des grands sujets, c'est le fait que l'Europe c'est un nain géopolitique. Effectivement, c'est pas une constante. En Europe, on est très fort pour faire du droit, mais après derrière, quand il s'agit de faire du rapport de force, on est moins bon pour tout un tas de raisons différentes. Hein. D'une part parce qu'on n'est pas un État, on n'est pas centralisé, donc à chaque fois que vous voulez prendre une décision, faut mettre les 27 États membres d'accord. Si tu peux indiquer Europe Écologie, le PE indique uniquement le parti principal, probablement. Encore une fois, c'est pas dramatique. Mais voilà, l'Europe est un nain géopolitique, effectivement, parce qu'il y a plein de choses qui la limitent, et encore une fois, on en a déjà parlé plus de reprises sur le stream, pas celui-là, mais nécessairement. Mais le problème, c'est que l'Union Européenne, elle a un peu le cul entre deux chaises. Elle est à mi-chemin entre une organisation internationale comme l'ONU et un pays à part entière comme la France, l'Allemagne, etc. Donc elle est un peu au milieu, elle est tiraillée entre les deux, ce qui fait qu'elle est unique. Mais c'est ce qui favorise le fait qu'elle est un nain géopolitique, parce que justement, les choses qui permettent de taper du poing sur la table et d'y aller fort, l'Europe ne peut pas se permettre de faire ça parce qu'elle n'est pas un État. Elle n'est pas un État, elle n'a pas d'armée, elle n'a pas une centralisation étatique comme un État normal. Ça fait qu'elle n'a pas la capacité à rentrer dans un rapport de force fort avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Inde, le Brésil, avec qui. Alors maintenant, je vais passer un petit peu, je regarde un peu ce que je fais. Ah oui, j'avais promis que je dirais l'anecdote. Donc elle a parlé de l'anecdote qu'elle était restée jusqu'à 1h du matin pour obtenir une concession. Alors effectivement, c'est quelque chose une vraie méthode de négociation à Bruxelles. Alors quand vous faites une législation, donc un texte, il va au Parlement européen, il va au Conseil. Donc le Conseil, ça représente les États membres, et après chacun prépare sa version du texte. Et à la fin, ils doivent se retrouver ensemble pour négocier le texte final. C'est ce qu'on appelle les trilogues. Vous avez trilogue, pourquoi? Parce que c'est 3 à 3 en fait dans la salle. Il y a la Commission européenne qui a proposé le texte initial et qui est là pour servir un peu de médiateur. Vous avez le Parlement européen et vous avez le Conseil, donc les États membres. Et donc, dans ces trilogues, ils doivent négocier entre eux pour... ils arrivent avec 3 textes et à la fin, il doit y en avoir un seul. Et donc, c'est des process qui prennent longtemps, et sur un certain nombre de sujets assez tendus, notamment le budget, la PAC, donc la politique agricole commune, vous avez des trilogues qui durent toute la nuit. Vous commencez le trilogue à 6h du soir, vous êtes dans la salle de négociation jusqu'à 5h du matin. Et c'est un marathon. Et effectivement, vous misez un peu sur le fait que l'autre camp va se fatiguer, va vouloir aller au lit, manger un coup, et ils vont lâcher des choses. Et moi, j'avais eu des anecdotes où on m'avait dit que par exemple, il y avait... la négociation avait lieu au Parlement, et du coup, côté Parlement, ils avaient piqué les bouteilles d'eau sur la table du Conseil pour les assoiffer. Et ils avaient dit non, on vous donne pas de bouteille d'eau tant qu'on n'a pas avancé sur ce compromis, en gros les prendre à la gorge pour forcer, pour gagner. Donc il y a plein de petites anecdotes comme ça, de méthodes de Marlou pour gagner dans les négociations, notamment dans ces trilogues. Alors cette fois-ci je m'attaque au chat, parce qu'il y avait un certain nombre de questions qui n'ont pas pu être touchées. Alors qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce qu'on a loupé? Alors, position d'Europe Écologie et Verts sur l'Europe, on en a parlé. Position sur le nucléaire et le gaz, on en a parlé un petit peu en disant voilà, le nucléaire c'est un état de fait, qu'on soit d'accord ou pas, c'est là, mais il faut réduire la voilure dans le futur. Nord Stream, elle s'est pas nécessairement mouillée, mais en même temps elle n'avait pas l'air de dire qu'elle était experte sur le sujet. Donc Nord Stream, ne savent pas, c'est un gazoduc, c'est un gros projet de gazoduc entre l'Allemagne et la Russie. Donc c'est un projet bilatéral, hein, c'est uniquement la Russie et la Russie et l'Allemagne qui sont dans ce projet. Et la difficulté avec ça, c'est que on a dit mais en fait en faisant ce projet là, on arrime l'Europe à la Russie,
Et on affaiblit, par exemple, l'Ukraine, puisque ça va permettre de contourner l'Ukraine, et du coup, bah, la Russie va pouvoir faire pression sur l'Ukraine, et l'Europe sera moins en mesure de riposter parce qu'elle aura le Nord Stream. Et en plus, en politique nationale allemande, il y a un certain nombre de critiques sur le fait qu'il y a beaucoup d'anciens politiques allemands, des premiers ministres qui sont allés, après leur mandat, bosser pour Gazprom, donc l'entreprise nationale, l'entreprise russe qui est en charge du gaz. Donc il y a aussi de la politique germano-germanique derrière. Alors, Planeswalker faisait référence à quoi, lui attends, et le lien, on va regarder ce qu'il me raconte. Donc c'est un article Figaro, les obligations vertes de l'UE excluent le nucléaire. Ah oui, alors ça c'est effectivement tout un débat effectivement sur... Donc dans le cadre du budget européen et donc de financement pour la relance post-Covid, donc l'Europe a mis 750 milliards d'euros sur la table. Ouais, elle permet une capacité de financement de 750 milliards. Et l'un des objectifs, c'est de permettre justement une économie décarbonée, sans carbone. Et donc il y a eu tout un débat sur qu'est-ce que c'est qu'une énergie décarbonée. Et donc l'idée, là, vous aviez un certain nombre d'États, dont la France évidemment, qui dit mais le nucléaire est une énergie décarbonée parce que on produit pas de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, si vous regardez la production de gaz à effet de serre, la France a un très bon score en matière d'énergie si on regarde uniquement ça, parce que justement, la 70% de son énergie qui est produite par le nucléaire ne fait pas de gaz de CO2, donc du coup ils disent voilà, c'est une énergie décarbonée, donc devrait pouvoir y avoir des financements en direction du nucléaire. Il y a aussi la question, voilà, faut faire la transition vers le entre les énergies fossiles, donc comprendre le pétrole, le mazout, le charbon, vers les énergies renouvelables, et le nucléaire permet de faire cette transition. Ça permet d'avoir aussi les doubles capacités pour le renouvelable, etc. etc. Donc il y a un bras de fer justement sur l'éligibilité du nucléaire, de l'énergie nucléaire, au fonds européen pour le verdissement et donc les énergies décarbonées. Et pour le gaz, vous avez un débat similaire, puisque le gaz fait moins de CO2 que le pétrole, le mazout, le charbon, et donc il y a un débat, ça produit moins de carbone, donc ça devrait être autorisé, surtout qu'il y a les usines à gaz de dernière génération qui permettent de produire encore moins de CO2, etc. etc. Donc il y a tous les débats sur ce qu'on appelle les énergies de transition, qui est un gros débat au niveau européen et même au niveau national d'ailleurs. Alors, je regarde la suite, qu'est-ce qu'on a l'armée européenne, hein, ça c'est un serpent de mer. L'armée européenne, c'est... et notamment les propos de Macron. Alors les propos de Macron sur les armes nucléaires françaises, il y a quelques mois, Macron avait dit que comme la France était la dernière puissance nucléaire continentale en Europe, et c'est vrai depuis le Brexit, les Britanniques sont en dehors de l'Europe, et il n'y a que la France qui a l'arme nucléaire, et on va dire que c'est même le seul pays qui a une capacité militaire sérieuse, voilà, et opérationnelle, avec de l'expérience, etc. Et donc Macron avait dit, je crois que c'était en mai de l'année dernière, avait dit à cause de ça, il faudrait qu'on ait une discussion au niveau européen, une discussion stratégique sur comment la capacité de dissuasion nucléaire française pourrait s'inscrire dans le cadre de la défense européenne. Il avait déclaré ça, c'était très méta. Ça avait un peu paniqué en disant tiens, est-ce que la France va mettre sous contrôle européen les armes nucléaires françaises, est-ce que on va mettre sous parapluie nucléaire français le reste d'Europe. Effectivement, comme dit Planeswalker, c'est un sujet qu'on a évoqué dimanche dans la revue de presse. Et là, derrière, il y avait eu cette clarification de l'Élysée en disant non, une discussion stratégique générale, mais derrière, ça veut pas dire qu'on va pas soumettre l'usage des armes nucléaires françaises à une approbation européenne. Ça veut pas dire qu'on va créer un parapluie nucléaire français au niveau européen. C'est juste, voilà, on doit avoir une discussion parce que de facto, on est la seule puissance nucléaire continentale en Europe, donc c'est un sujet de discussion. Et derrière, sur l'armée européenne, c'est un serpent de mer, ce qui est assez ironique, puisque c'est la France qui a tué l'armée européenne. La politique de défense européenne, elle a été assassinée par la France en 1954, et depuis, ça se traîne un peu. Et c'est un sujet qui revient régulièrement, et aujourd'hui, la France
elle pousse beaucoup pour une politique de défense européenne, notamment pour avoir une souveraineté européenne. Grand thème de c'est un peu le mot-clé de ces dernières années en politique européenne, la souveraineté européenne, notamment en matière de défense. Mais en pratique, on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut une défense européenne, mais quand vous dites bah voilà, il faut une armée européenne, mais ok, déjà, qui est-ce qui met les soldats? Qui paye les soldats? Quel matériel on met? Quelles sont les conditions d'engagement? Parce que, par exemple, depuis 2007, il y a ce qu'on appelle les battle groups européens, donc il y a 1500 soldats qui sont théoriquement, qui peuvent être déployés théoriquement, je ne vais pas dire sous drapeau européen, mais voilà, l'Europe peut demander le déploiement de ce battle group européen de 1500 hommes. Sauf que, en pratique, ça n'a jamais été déployé depuis 2007. Pourquoi? Parce que pour pouvoir décider du déploiement de ce bataillon, de ce battle group, faut que les 27 États membres soient d'accord. Et en matière de défense et d'affaires étrangères, c'est compliqué d'avoir l'unanimité. Qui plus est quand les questions militaires. Parce que la doctrine militaire de la France n'est pas la doctrine militaire, admettons, d'un pays neutre comme l'Autriche ou la Finlande. Ou la doctrine militaire de l'Allemagne. Ou la doctrine militaire de la Pologne. Ou les priorités même militaires de la Pologne. Parce que voilà, la Pologne, les pays de l'Est, eux, ils sont très inquiétés par la Russie, ils sont obsédés par la Russie. Et nous, en France, on n'a pas cette obsession. Nous, on regarde plus vers le sud. Vous prenez les pays nordiques, eux, ils sont là, non, nous, on est pacifistes, on peut pas faire la guerre, c'est pas notre truc. Quand on dit, voilà, faut demander l'autorisation des Finlandais ou des Nordiques pour déployer une défense européenne, voilà, c'est un peu un vaste programme. Et voilà, encore une fois, il y a aussi à côté un certain nombre de pays qui disent, mais voilà, on veut pas créer une défense européenne qui soit en concurrence avec l'OTAN, parce que l'OTAN c'est important, c'est le garant de la sécurité européenne. Vrai, on veut pas créer des problèmes, on veut pas aggraver encore plus la relation avec les Américains, etc. Donc la question de l'armée européenne, c'est le serpent de mer. Et voilà, au-delà des beaux slogans, c'est pas personnellement, je vois pas ça comme étant quelque chose qui va arriver de sitôt. Alors explique-moi, du coup, formellement, le parapluie nucléaire français ne concerne que la France. Oui. Le parapluie nucléaire français ne concerne que la France. Du moins, derrière ce qu'on appelle les intérêts vitaux de la France. Il y a toujours cette espèce de flou artistique. Quand on parle de défense nucléaire, on fait de la dissuasion, on dit globalement, évidemment, si t'attaques la France, c'est en nuque sur la tronche. Mais voilà, il y a après derrière cette notion assez vague des intérêts vitaux de la France. Qu'est-ce que c'est que les intérêts vitaux de la France? C'est flou, mais du coup ça donne des marges de manœuvre et ça permet aussi de faire de la dissuasion, parce que comme c'est flou, les gens, un potentiel ennemi va se dire j'ai pas envie de me prendre un nuque sur la gueule, donc je vais y aller mollo. Donc mais voilà. De manière pure et dure, le parapluie nucléaire français ne concerne que la France. Et après derrière c'est à la France de décider si dans quelle mesure ses intérêts vitaux sont engagés dans un autre cadre. Et après dans tous les cas, vous avez l'OTAN vous avez l'OTAN qui est dans l'histoire. Vous avez la clause de défense mutuelle dans l'OTAN qui fait que s'il y a un allié est attaqué, c'est tout le monde qui est attaqué. Pour le moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai manqué d'autre dans le chat? Ah oui, sur le fait que l'Europe fait beaucoup plus que les Américains ou la Chine, notamment en matière d'environnement. C'est un des grands débats en matière de politique environnementale européenne, puisqu'on dit oui, nous on est un peu les seuls à être ambitieux, à pousser des choses, et à côté les Russes, les Chinois, même les Américains, ils font rien. Du coup on a l'air un peu d'être des cons, on se tire une balle dans le pied en faisant ça. Donc voilà, c'est un peu tous les débats sur la matière. Et après vous avez Greta Thunberg qui vous gueule dessus en disant on s'en fout, l'Europe vous devez montrer le chemin, peu importe ce que la Chine ou les États-Unis font, l'Europe doit être au maximum. Ça c'est un peu le débat éternel sur voilà, à quel point l'Europe doit être en pointe en matière d'environnemental, parce que derrière ça a tout un stratégique. Et effectivement, c'est un débat qui est ouvert. C'est un débat qui est ouvert sur. Je pense que objectivement, on peut dire que l'Europe fait, sans conteste partie des espaces qui fait le plus en matière écologique. Hein. Je pense que là,
Ça me semble assez clair et indisputable. La question, c'est, voilà, faudrait faire plus. À quel point faut-il faire plus? Il y a aussi derrière toute cette question de, qu'on appelle la dette écologique. C'est-à-dire cette idée que une bonne partie du réchauffement climatique est due à l'Europe, parce que historiquement l'Europe a été le pays qui a été le plus industrialisé, et l'Afrique, une partie de l'Asie, etc., il ne fait que rattraper son retard. Et donc, entre guillemets, la dette écologique de l'Europe fait que ils doivent faire plus que les autres, et les autres ont le droit de rattraper leur retard. Et ça rentre aussi dans ce débat de pourquoi l'Europe, ou est-ce que l'Europe devrait faire plus que les autres. Voilà un peu pour donner le contexte international sur les questions écologiques. Est-ce que j'ai manqué autre chose? N'hésitez pas à poser vos questions, hein, comme ça je vois aussi peut tomber. Mais je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je crois que j'ai loupé grand chose. Non, moi mes listes de questions, j'ai fait un petit peu le tour. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, moi je vais entamer un peu ma conclusion. Hein. Je le propose. Hein. Parfait. Encore une fois, désolé pour les débuts problématiques du stream. C'est des idées directes et c'est pas ma faute, donc me tapez pas dessus. Mais ça s'est bien déroulé derrière, donc tout est bien qui finit bien. Donc pour ma conclusion. Donc évidemment, merci d'avoir écouté hein, et d'avoir toléré le tout, j'espère que ça vous a plu. Pour la suite, donc comme j'ai expliqué en introduction, j'espère que c'est passé au début. Toutes les 2 semaines, je fais une interview en français désormais. Donc dans 15 jours, vous me reverrez avec une députée française, de mémoire Sylvie Guillaume, donc présidente de la délégation socialiste française au Parlement européen. Et tous les dimanches, je fais une revue de presse en français de l'actualité européenne, donc le dimanche à 18h, vous pouvez vous connecter et on fait une petite revue de presse ensemble en français. Et dans tous les cas, bah voilà, je suis de retour, je suis là tous les... ouais, on nous voit, ok, d'accord. On m'écoute, c'est bon. On va pas faire de la sémantique, les on sait, je reste caché, je suis secret, je suis timide, mais bref, voilà. On se revoit, on s'écoute, c'est du pareil. Dans tous les cas, prochaine fois qu'on s'entend, qu'on se voit, c'est dimanche pour les revues de presse, 18h en français, 20h en anglais. La semaine prochaine, la semaine prochaine d'ailleurs, on va avoir la première édition où on va tester un jeu vidéo qui a été partiellement financé par l'Union Européenne. Donc je dois finaliser ça avec un invité surprise, donc je vous en dirai plus début de semaine prochaine. Ok, je vais balancer puisque vous demandez. Le jeu s'appelle Inside. Et oui, ça va être Icaros qui va être mon invité parce que Icaros a été l'un des développeurs, a participé au développement du jeu, donc je lui ai proposé de participer au stream pour qu'il puisse un peu nous expliquer un peu l'envers du décor pendant que je jouerai. Et sinon, la semaine prochaine, bah voilà, on aura l'interview habituelle en anglais avec un député pirate, Patrick Breyer, donc ça sera le vendredi. Dans tous les cas, c'est un très bon jeu, ouais, j'ai beaucoup aimé, j'ai déjà joué mais j'ai beaucoup aimé. On en parlera lundi. Dans tous les cas, voilà, c'est un peu ma conclusion. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre ici sur les réseaux sociaux, Twitter, Discord, vous avez tous les liens dans la bio. Et dans tous les cas, ce que je vais faire ça maintenant. Hop, je vais vous mettre le lien directement dans le chat, comme ça vous avez qu'à cliquer. Hop là, vous avez tout. N'hésitez pas à suivre, ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Discord, sur Twitter, où vous voulez. Et on se verra, soit dimanche, soit la semaine prochaine. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt.